Le Mercosur a été signé la semaine dernière, validé à Montevideo lors du sommet qui s'est tenu dans cette ville. En scellant l'accord sur le Mercosur, Ursula von der Leyen poignarde, nargue, piétine et humilie la France. L'Union européenne a choisi de déléguer son approvisionnement alimentaire au marché mondial et cela va nous broyer. Alors il faut le savoir que ce Mercosur, comme tous les autres traités de libre-échange, est négocié dans l'opacité la plus totale. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont actuellement au pouvoir, n'ont pas accès au texte. Les députés européens n'ont pas accès au texte. Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas accès au texte. Pas plus qu'ils n'avaient accès à aucun des autres traités de libre-échange. C'est uniquement la Commission européenne non élue qui s'en charge. Donc Ursula von der Leyen a imposé le traité de libre-échange du Mercosur au forceps, élu par personne. Elle agit d'abord pour les intérêts de l'Allemagne et des États-Unis. Von der Leyen est l'illustration même de la mentalité dictatoriale et néolibérale de la Commission européenne. Bien sûr, et comme nous alertent nos agriculteurs depuis des années, car cette Mercosur se discute depuis maintenant 15 ans, 20 ans. Ce sera une catastrophe pour le monde paysan et la France en général, pour ce que nous mangerons dans nos assiettes, pour le revenu agricole, pour l'une des rares choses qui est encore bénéficiaire dans notre pays, l'exportation agricole. Alors, on nous a dit que Ursula von der Leyen a pu signer ce traité du Mercosur profitant du chaos politique en France. Le chaos politique en France ne date pas de la dissolution et du renvoi de ce gouvernement par l'Assemblée nationale, ce qui est, on le rappelle, absolument légitime puisque c'est dans les textes de notre Constitution. D'abord, le chaos politique en France est là depuis très longtemps. C'est Emmanuel Macron qui l'a voulu. Il l'a voulu en dissolvant l'Assemblée nationale et en ne nommant pas qui il devait nommer, c'est-à-dire les vainqueurs, soit le premier parti de France au Rassemblement national, soit la première coalition à l'Assemblée nationale, et donc d'abord la première coalition à l'Assemblée nationale, à savoir le nouveau Front populaire. Trêve de plaisanterie, ce n'est pas parce que Michel Barnier serait resté Premier ministre que von der Leyen n'aurait pas signé cet accord du Mercosur. D'ailleurs, nous-mêmes, vos serviteurs, moi-même et Pedro, depuis Rio de Janeiro, nous vous avions dit de notre petit niveau de connaissance que le Mercosur allait être signé à Montevideo, justement, quand il a été signé, parce qu'il devait être signé, et tout le monde le savait parfaitement dans la classe politique française. D'ailleurs, le président Lula aurait voulu qu'il soit signé lors du G20 chez lui à Rio de Janeiro, mais pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible et légèrement décalé. Donc là, le chaos politique en France, la dissolution et la démission du gouvernement n'ont rien à voir avec le Mercosur. Ce qui a à voir avec cette signature et le fait que Ursula von der Leyen, qui n'est élue par personne, puisse signer un tel Mercosur, ça vient du fait que Macron et toute sa clique, mais également le Parti socialiste, mais également les républicains, mais également les verts écologistes, ont, eux, voulu et construit pendant 40 ans cette Union européenne telle qu'elle est. Emmanuel Macron, mais aussi les autres, au moins lui, il a eu l'honnêteté de le dire, ils ont voulu la souveraineté européenne. Ils ont voulu une Europe néolibérale déconnectée des intérêts des peuples et fonctionnement totalement en roue libre. C'est la nature des traités européens, en particulier celui qu'avaient rejeté les Français, comprenant ce qui allait leur arriver en 2005 en rejetant, en votant non par référendum au traité constitutionnel européen qui leur a été imposé ensuite en 2008, vous savez l'histoire, par une coalition, sous la présidence de Nicolas Sarkozy au Parlement à Versailles. Quel magnifique symbole des Républicains, du Parti Socialiste, des Verts, qui comme un seul homme avaient voté ce traité de Lisbonne. Il y a un célèbre adage qui dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Eh bien, ça leur va comme un gant. Le Mercosur, la manière dont ça a été signé, est strictement le résultat de leur volonté politique. D'ailleurs, il y a à peine 2 semaines, le président Lula avait rappelé à Emmanuel Macron les règles que Emmanuel Macron lui-même voulait. C'est facile à trouver dans la presse. Il avait dit « Monsieur Emmanuel Macron, ce n'est pas vous, ce n'est plus vous qui décidez de la signature ou non Mercosur, c'est la Commission européenne. » Mais non, les autres
prenant les Français pour des imbéciles, jouant sur les mots, font comme si ce n'était pas la réalité et semblent jouer la résistance. Même, regardez par exemple, Monsieur Bellamy, député européen des Républicains, argumente partout que c'est la chute du gouvernement qui a causé la signature du Mercosur, alors qu'il sait très bien que c'est faux. Mais par contre, il omet de rappeler que lui, les Républicains, avec le MoDem, avec Horizon, avec Renaissance et leur groupe Renew à l'Union européenne, eh bien, eux ont voté pour que soit élue Madame von der Leyen au Parlement européen. On n'oubliera pas non plus les bisous énamourés de Manon Aubry quand Madame von der Leyen a été élue. Mais c'est pire, en fait. En novembre 2023, une résolution du Parlement européen a proposé de modifier les traités pour généraliser la règle de la majorité qualifiée. Puis une résolution semblable a été adoptée à l'Assemblée nationale. Oui, il y a un an, un peu plus d'un an, ce qu'il se passe, c'est quelque chose qu'ont voulu les députés français. La fin de l'unanimité et l'adoption de la majorité qualifiée à l'Union européenne, cela signifie que, eh bien, on peut en imposer aux États. Par exemple, on peut imposer à la France une décision qu'elle ne voudrait pas si 65% de l'Union européenne le veut. Et par ailleurs, ils ont voté cette résolution qui augmente les pouvoirs de la Commission européenne et qui en fait un véritable exécutif européen, un quasi-gouvernement d'un nouvel État, l'UE. Et quels partis ont voté? Tous. Mais il faut le reconnaître, à l'exception du Rassemblement national, de Nicolas Dupont-Aignan et de la France insoumise. Tous les autres ont voté pour. Ils ont ce qu'ils devaient recevoir. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à l'époque, j'avais initié avec Stéphane Rosès, Arnaud Benedetti, Marie-Françoise Bechtel une tribune qui a été signée par 50 personnalités fortes françaises, dont Arnaud Montebourg, Marcel Gauchet, Michel Onfray, Nicolas Dupont-Aignan, des anciens présidents du Conseil constitutionnel, Benjamin Morel, et d'autres encore, qui ensuite avaient été soutenus par moins que Jean-Pierre Chevènement, même Madame Marine Le Pen avait dit oui, ils ont raison, et même Édouard Balladur qui a dit c'est le sens du combat. D'ailleurs, je vous renvoie à une interview qu'on a fait, qu'on va republier, de Marcel Gauchet qui dit que c'est le cœur de la politique. Il n'y a pas d'autre sujet. C'est celui-là et pas d'autre. Soit on a la souveraineté, soit on n'a plus. Et si on ne l'a plus, eh bien on peut commémorer, ouvrir Notre-Dame de Paris, faire des célébrations, mais c'est tout. On n'a plus aucun pouvoir. C'est exactement cela qu'il se passe. Et nous avions appelé dans cette tribune que je vous invite à signer. Vous pouvez toujours la signer. Nous allons la refaire tourner. Nous allons la partager à nos partenaires européens. Nous avons fait un nouveau site où tout est traduit dans les différentes langues qui appelle à organiser un référendum sur ce sujet qui engage la souveraineté de la France pour que pour qu'au minimum, si l'avenir de la nation française est de disparaître au profit d'un État supranational européen, eh bien que les Français votent pour, pas que ça se fasse dans leur dos. L'Union européenne n'en finit plus de dériver vers une supranationalité écrasante qui efface les identités et les souverainetés nationales. L'Union européenne, on le voit, est devenue un carcan normatif où l'état de droit n'est brandi que pour justifier l'extension sans limite d'un système autoritaire qui s'impose par la force, donc, au peuple. Elle est devenue une prison des peuples reposant sur des dogmes aveugles qu'il est interdit d'interroger malgré leur évident et dramatique échec économique, sociaux et géopolitique. On le voit en Ukraine, on le voit dans l'état de l'économie française, allemande et dans l'ensemble de l'Europe qui entre en récession. Cette dérive est servie par deux dynamiques sans frein, celle de l'élargissement et celle de l'approfondissement des compétences de l'Union européenne. Le second, l'approfondissement, est toujours présenté comme indispensable au premier, qui lui-même est inéluctable. Il faut toujours s'étendre, et quels que soient les dangers, quels que soient les risques. Voyez, avec l'Ukraine, maintenant il faut faire avec la Moldavie, et puis la Géorgie, qui va devenir un nouveau front, espère-t-il, contre la Russie, et ce serait évidemment une catastrophe pour ce pauvre pays, qu'est la Géorgie tout petit. L'extension illimitée du territoire de l'Union européenne sans stratégie ni délibération démocratique semble échapper à la raison et ne plus obéir qu'à un automatisme incontrôlé. Entre 2004 et 2007, l'Union a déjà accueilli des États qui n'adhéraient pas à l'idée d'une autonomie stratégique, même de l'Union européenne. Imaginez cela, c'est-à-dire la volonté soi-disant d'avoir l'Union européenne indépendante. Ils n'en voulaient pas.
Il en a résulté ce qui était l'objectif derrière cela, une soumission accrue à l'hégémonie américaine, tandis que les ouvriers et les travailleurs de l'Ouest de l'Europe étaient livrés à une concurrence de ceux de l'Est avec les travailleurs détachés. Ainsi, l'entrée irréfléchie récemment promise de l'Ukraine et de la Moldavie risque encore de ruiner des pans entiers de l'économie française, sans parler des conflits avec la Fédération de Russie, je viens de le dire, ni des distorsions culturelles et sociologiques que l'on fait semblant d'ignorer. L'approfondissement consiste ensuite, au nom de l'efficacité décisionnelle menacée par les élargissements, à accentuer le tour de vis fédéraliste, en confisquant toujours davantage la souveraineté des peuples au profit des institutions supranationales. Cette captation continue passe depuis l'origine par l'interprétation extensive des compétences de l'Union européenne, toujours défendue par la Commission et systématiquement validée et accentuée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a imposé brutalement d'elle-même, en marge des traités et même contre leurs lettres, la primauté inconditionnelle du droit européen, y compris sur les institutions nationales. C'est inacceptable. L'augmentation considérable du budget de l'Union, soustrait au contrôle des peuples et même parfois utilisé contre eux, comme on l'a vu avec la France, pour sanctionner leurs choix électoraux, révèle un déficit démocratique considérable, particulièrement injuste pour les pays contributeurs nets comme nous, la France. Maintenant, la Commission européenne va jusqu'à pousser à l'annulation d'une élection entière d'un pays en Roumanie parce que le résultat ne lui convient pas. Voilà où on en est. Enfin, l'abandon du vote à l'unanimité au Conseil de l'Union, remplacé progressivement par le vote à la majorité qualifiée, a déjà ôté aux États membres leur droit de veto sur des domaines essentiels. On vient de le voir avec le Mercosur. Le projet de réforme des traités en préparation propose de généraliser définitivement dans toutes les matières, y compris la défense et la politique extérieure commune, c'est-à-dire ce qui est de plus régalien, la règle de la majorité, actant ainsi officiellement la disparition du droit de veto des États membres et donc de ce qu'il leur reste encore de souveraineté. C'est ainsi la fédéralisation complète de l'Union européenne à 36 qui se prépare à l'insu des Français et bien sûr à l'insu des autres peuples. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas la vouloir. Depuis des décennies déjà, une grande partie des lois nationales n'est plus que la transposition servile de directives communautaires, tandis que la Cour de justice étend l'emprise de sa jurisprudence et de son interprétation abusive des traités. Jusqu'ici, grâce au droit de veto résiduel, chaque pays membre pouvait encore, en théorie, refuser de consentir à une politique qui lui serait préjudiciable. Je dis en théorie car il faudrait pour cela avoir des dirigeants qui veuillent défendre l'intérêt du pays, ce qui n'est pas exactement le cas avec Emmanuel Macron. Mais depuis la conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe, une sorte de mascarade démocratique organisée en 2022 de façon parfaitement opaque et bien pseudo-démocratique, la suppression de ce droit programmé. Pire, je vous l'ai dit, ça a été voté par une résolution au Parlement européen en novembre 2023 et à l'Assemblée nationale française. En mai 2023, des dirigeants français et allemands, élus mais non mandatés, pour cela, ont déclaré vouloir réformer l'UE dans ce sens, carrément. En septembre 2023, des experts franco-allemands ont déposé leur rapport. Le 22 novembre 2023, une résolution du Parlement européen a proposé de modifier les traités pour généraliser la règle de la majorité qualifiée à tous les domaines, sans exception, et prévoir davantage de sanctions contre les États membres récalcitrants. Si en plus vous n'êtes pas content du Mercosur, pampanf cucu, ça sera pour vous, vous paierez en plus une amende, en plus de voir votre agriculture détruite. Le 29 novembre suivant, je vous le disais, comme ça vous avez les dates, vous pouvez les vérifier, ce fut le tour de l'Assemblée nationale française de voter une résolution en faveur d'un projet de traité régulant notre souveraineté et prévoyant explicitement que les frontières extérieures, la protection civile, les affaires étrangères, la sécurité commune, la défense, l'industrie et l'éducation deviennent des compétences partagées de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États, donc la France, n'y disposeront plus qu'une compétence résiduelle, c'est-à-dire pas de compétence du tout in fine. L'adoption de cette réforme qui transfère à l'Union les derniers éléments de ce que les conseils constitutionnels français appellent les conditions essentielles d'exercer la souveraineté nationale réalisera le rêve de quelques-uns d'une Europe fédérale dirigée par une commission portant officiellement le titre d'exécutif, coiffée d'un président de l'Union européenne ou d'une présidente. Et ce n'est pas pour rien qu'Ursula von der Leyen se manifeste dans son expression publique comme la présidente, ce qu'elle n'est pas encore. Mais elle fait comme, car pour eux, c'est déjà la
réalité qu'ils sont en train de nous imposer. La fin des souverainetés nationales et donc de notre démocratie est ainsi clairement projetée. Le Mercosur, encore une fois, n'en est qu'un exemple. Le peuple français pressent depuis longtemps cette dépossession, d'où le désamour du politique, d'où l'abstention, d'où les votes, comme on dit, aux extrêmes. On voit bien que la souveraineté nationale est populaire et de plus en plus dissoute, que la République est sapée. Le peuple, d'ailleurs, encore une fois, je le rappelle, s'est opposé en 2005 à une première tentative de fédéralisation, car c'est bien de cela dont il s'agissait en 2005, qui scellait sa disparition politique et culturelle. Le verdict populaire, vous le savez, a été bafoué, contourné par les ratifications parlementaires, et on a abouti au traité de Lisbonne. C'est la poursuite de ce processus qui est actuellement à l'œuvre. Encore une fois, je ne cesserai de le répéter, le Mercosur en est un bon exemple. Notre classe politique fait semblant de s'agiter, mais elle ne peut pas agir en raison de ce qu'elle a imposé comme règle de fonctionnement entre notre pays et l'Union européenne. Ce qui fait que nos dirigeants s'apprêtent à prendre au nom du peuple français une décision majeure engageant le destin du pays, son indépendance et son existence même en tant que nation. Ils vont exploiter en plus l'angoisse qui est suscitée par les guerres en Ukraine, en Syrie, car vous verrez que la Syrie ne se transformera pas en un paradis démocratique, mais sera bien le foyer d'un califat djihadiste. Ils font la fédéralisation sans jamais la nommer. Nous refusons cette dérive dont la signature du Mercosur est un bel exemple. Il n'est que le premier d'une longue série qui va nous nuire, et y compris les partis qui soi-disant s'opposent. Je leur ai rendu honneur, je pense au Rassemblement national et à la France insoumise, ne se rendent pas compte et n'utilisent pas les véritables leviers de combat, ne font pas de cela leur premier combat. On le voit par nombre de votes du Rassemblement national à l'Union européenne, des positions de Jordan Bardella, en particulier sur la défense européenne, sur l'Ukraine. On le voit avec la France insoumise. Il n'y a pas que les petits bisous à Madame von der Leyen de la part de Manon Bry. Il y a aussi l'attitude générale. Certes, ils ont voté contre cette résolution, mais ils ne luttent pas réellement contre ce qui arrive, alors qu'ils le savent parfaitement et que tout ce qu'ils exigent dans leur programme, par exemple du nouveau Front populaire, est inapplicable, mais nulle part. Ils ne parlent de cette Union européenne d'en sortir comme l'avait fait à une époque Jean-Luc Mélenchon, avec son plan A, plan B, cette Europe on la change, on la quitte. Il disait que c'est le préalable à toute politique. Il semble que la France insoumise ait oublié cette vérité. Nous la leur rappelons. Comme le général de Gaulle, nous pensons qu'un système fédéral post-démocratique est contraire au génie de l'Europe, au principe démocratique même qui est né sur ce continent, et de la France, et à l'imaginaire collectif qui, depuis Rome, depuis Mare Nostrum, produit du commun à partir de la diversité des nations et de leur culture propre. La déconnexion définitive entre les peuples, disions-nous dans cette tribune, et la machinerie européenne achèvera la déresponsabilisation des dirigeants nationaux et décuplera les réactions nationalistes au risque de nous conduire au chaos. Voilà, nous avons déjà la déresponsabilisation dont a fait preuve de manière magistrale jeudi dernier le président Emmanuel Macron, qui est le premier responsable de la signature du Mercosur, en tout cas en France, quoi qu'il en dise. C'est pourquoi. Dès lors, quelle que soit notre vision de la France et de l'Europe, et l'avis que l'on porte sur la réforme et de l'élargissement en préparation, nous devons exiger qu'un pareil saut qualitatif dans l'inconnu d'un système supranational qui minore l'identité des peuples, l'existence des nations et l'expérience des États d'Europe soit soumis au référendum. Il est urgent d'ouvrir ce débat au peuple, et le peuple se prononce par référendum s'il veut la fin de la nation. Alors bien évidemment, pour en revenir au Mercosur, encore une fois, cet exemple, il est clairement contre l'intérêt de la France et de son peuple, et sa souveraineté agricole. On doit s'y opposer et refuser la mise en œuvre par tous les moyens possibles, et non pas par les singeries proposées par une classe politique complètement déresponsabilisée. Je le disais, le mieux serait d'aller noyer la Commission européenne sous le lisier. Cela couvrirait les odeurs d'égout qui en émanent. Non au Mercosur, soutien aux paysans doit être notre mot d'ordre dans les mois qui viennent. Et au lieu de gesticuler, j'ai une suggestion à faire à Emmanuel Macron. En représailles, soi-disant, à la signature de Madame von der Leyen, plutôt que de ne pas l'inviter à la réouverture de Notre-Dame de Paris, il peut suspendre immédiatement la contribution financière de la France à l'Union européenne, qui est positive, je vous le rappelle, de plus de 15 milliards d'euros. La France doit se faire respecter.